Il ne faut pas politiser le sport. Le sport est au cœur de la vie de la cité. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le sport soit l'objet de récupération et de polémiques politiciennes inutiles. Vous savez que votre passion du sport, je la partage. Constitution d'un grand ministère sous ma responsabilité, réunissant les sports, la jeunesse et la vie associative. J'insiste sur le fait que cette diminution est largement faciale. Parce qu'il n'y a que le sport qui peut nous aider à répondre à des défis contemporains extraordinairement difficiles. Parole en jeu, le podcast du sport populaire. Donc je le rappelle, nous sommes en direct de la Fête de l'Humanité et nous allons entamer cette deuxième partie du podcast avec une fanfare en fond musical. Merci la fanfare. Et avant de redonner la parole à nos invités Antonio Fonseca et Johan Penel, une question sonore dans la radio graffiti d'une licenciée FSGT. FSGT. La FSGT. FSGT. À la FSGT. Avec la FSGT. À la FSGT. À la FSGT. Je lis la question de la licenciée. Aujourd'hui même a lieu la fête du sport qui a pour objectif cette année de célébrer en grande pompe le premier anniversaire des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. La FSGT, donc Antonio, cette question va d'abord être pour toi, fait le choix d'être présente à la fête de l'humanité plutôt qu'à la fête du sport. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut savoir que la FSGT est issue du mouvement ouvrier et la fête de l'humanité, c'est la fête des luttes, la fête du monde du travail. Et c'est tout à fait normal que la FSGT y soit, et ce n'est pas la première année. La FSGT participe très régulièrement à la fête de l'humanité, et donc de toute façon, on aurait participé à la fête de l'humanité. La question qui se pose, c'est pourquoi on n'est pas à la fête du sport ? Bon, alors, si je veux y aller en forme de boutade, je dirais que la fête du sport, telle qu'elle a été conçue, c'est d'abord la fête décidée par un prince et mise en œuvre par une princesse. La FSGT n'a pas trop d'appointance avec les principautés et c'est pour ça qu'on n'y est pas. Mais plus sérieusement, il nous semble que, tout à l'heure ça a été évoqué, le sport, il n'est pas vraiment la fête. Et la fête du sport telle qu'elle a été conçue ne permet pas au sport d'être dans la fête. Je m'explique. La fête du sport, dans un contexte, comme il a été dit, où on est passé d'une année 2024 où le sport était la grande cause nationale à une fête, à une année 2025 où le sport est plutôt une grande désillusion nationale, où après les Jeux, on a eu des coupes budgétaires qu'on a tous constatées, des coupes très importantes et qui ont eu un impact, notamment, ça a été évoqué tout à l'heure, sur la question du passeport. Et pour nous, c'est un marqueur très important. Le fait que le 24 juin, on ait annoncé que d'abord le passeport, le budget du passeport passait de 75 millions à 35 millions, c'est-à-dire une coupe budgétaire de 40 millions, c'est vraiment très surprenant et c'est même choquant. Ensuite, annoncer que dans ce contexte-là, ce sont les enfants de 6 à 13 ans qui seraient les plus pénalisés, c'est-à-dire ceux qui étaient les bénéficiaires les plus nombreux. 81% des 3,5 millions de bénéficiaires du PSF, ce sont des enfants de 6 à 13 ans, c'est-à-dire 2 850 000. Donc décider d'écarter ces enfants-là du dispositif, c'est quelque chose qui est vraiment impossible. Donc, dans ce cadre-là, nous avons considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire la fête, d'autant plus que la fête du sport telle qu'elle est conçue, c'est pour commémorer la parade des champions sur les Champs-Élysées. Et l'idée, c'est qu'on puisse tous les ans fêter cette parade. Je pense qu'il faut penser à l'avenir. Et l'avenir se fait en donnant les moyens et en permettant aux plus défavorisés d'accéder à la pratique physique et sportive dans les clubs et notamment dans la vie associative.
Johan Penel, la fête du sport, une fausse bonne idée ou une bonne vraie idée? Alors, c'est une idée recyclée, hein, faut pas croire que c'est nouveau, l'idée de la fête du sport. Euh, on a déjà la semaine olympique et paralympique qui a lieu fin mars, début avril chaque année. On a la journée olympique qui a lieu tous les 23 juin. On a la journée paralympique qui a lieu en fonction des années en septembre ou en octobre. Déjà, on pourrait s'emparer de ça pour porter un message fort. Qu'on ait la volonté, et c'est une vraie opportunité, d'avoir l'équivalent de la fête de la musique pour le sport, oui, ça c'est une bonne idée. De la placer à la rentrée de septembre pour le mouvement associatif, c'est une méconnaissance totale de notre réalité. On a juste autre chose à faire à ce moment-là. Pour autant, on peut constater, il y a 5000 événements organisés dans le cadre de la fête du sport et 73 fédérations qui se sont mobilisées. Donc, il y a quand même un engouement, alors qui a été poussé à bout de bras, voilà, mais il y a quand même un engouement pour cet événement. Ce qui est sûr, c'est que la date, c'était le pire choix possible. Pour autant, est-ce que c'est une opportunité pour le mouvement sportif d'avoir sa journée institutionnalisée où tous les ans, les gens se disent « Allez, je fais jamais de sport, mais le 14 septembre, j'en fais ». Oui, ça peut être une bonne idée. Maintenant, c'est comment ça va vivre dans le temps. Là, les célébrations sont financées par le boni de liquidation Voilà, du COJO Paris 2024. Quid du budget les années suivantes, parce qu'on ne pourra pas vivre sur ce boni éternellement, hein, par définition. Donc comment est-ce que finalement on fait vivre ça? Et puis avec quelle finalité, quel message? Est-ce que le message c'est faites tous du sport, mais en général les injonctions ça ne marche pas bien avec les Français. Sinon, il n'y aurait plus personne qui fumerait ou qui consommerait des choses illicites. le dopage étant quand même une activité répandue aussi dans le sport. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est quoi le message qu'on veut faire passer? Est-ce que c'est faisons nation le 14 septembre et ça rayonnera sur le reste de l'année? Enfin voilà, donc il y a un message à clarifier. Et cette année spécifiquement, évidemment, ça vient heurter, et on l'a bien vu, le fait qu'on est maltraité et mal considéré. Le mouvement associatif de manière générale et le mouvement sportif en particulier. On savait tous qu'on aurait des... Enfin, on se doutait bien qu'après les Jeux, on aurait une baisse de budget. Enfin, celui qui se disait qu'on continuerait sur la même trajectoire, c'était quand même se mettre un peu le doigt dans l'œil. C'était quand même le pari annoncé du mouvement sportif. Voilà. Donc, avec un peu d'anticipation, on savait qu'on perdrait. Après, à aucun moment, on se disait qu'on serait saccagé comme on l'est. Donc, c'est sûr qu'il y a deux choses qui se télescopent. La question, c'est comment est-ce qu'on l'utilise pour rebondir tous ensemble. Mais encore une fois, ça ne passera que par une vraie dynamique collective, des vraies synergies, et déjà à l'intérieur du mouvement sportif, mais aussi à l'intérieur du mouvement associatif, à l'intérieur de la société civile. Enfin voilà, le monde de demain ne passera que par la coopération. Enfin ça, c'est la vision que je défends. Il y en a qui ont d'autres visions où c'est la compétition avant tout, que ça soit dans le sport ou en dehors du sport, où on s'en inspire. Il y a quelques années, le mouvement sportif a subi le Covid qui l'a énormément fragilisé. La perspective de Paris 2024 aurait pu permettre d'abonder le mouvement sportif en moyens. Antonio, tu as évoqué les décisions sur le passeport. Aujourd'hui, en 2025, finalement, quelle photographie on peut faire de l'état du sport populaire, peut-être à l'aune de la situation de nos clubs et de nos comités? D'abord, pour dire que le passeport, il faisait partie du dispositif pour aider la pratique sportive et la vie associative à redémarrer après la Covid. Et ça a été un outil qui a permis à la fois aux familles de faire en sorte que les enfants puissent accéder à la pratique sportive, mais ça a permis aussi aux associations sportives de relancer l'activité. Même si, je le note, que depuis 2 ans, le passeport, il sert aussi à financer le sport marchand
ce qui n'est pas du tout prévu au départ. C'est-à-dire, je remarque même qu'on utilise des moyens publics pour développer le sport marchand. Et ça, c'est Et on pourrait même dire pour développer l'accès des jeunes au sport marchand qui, d'un point de vue idéologique, en dit aussi très long sur la place du jeune dans la pratique sportive. Absolument. Après, concernant l'avenir du sport populaire, je dirais que les choses dépendent de la capacité qu'on a à pouvoir répondre aux besoins des populations. Et le sport populaire, il a ceci d'extraordinaire, c'est que d'abord, il ne pense pas activité, d'abord, il pense à répondre à des besoins. Et quand on revient sur le côté FSGT, récemment, j'étais en Palestine et ce que je me suis posé la question, c'est l'utilité sociale de la FSGT. Et quand on est en Palestine et quand on voit ce que la FSGT fait en Palestine depuis 43 ans, on se dit vraiment qu'elle a une utilité sociale puisqu'elle contribue avec les Palestiniens à construire la société palestinienne à venir. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'ADN de la FSGT. Et c'est ça qui fait que la FSGT et les associations qui sont liées au sport populaire, au mouvement populaire, réussissent à faire, c'est répondre à des besoins réels qui ne sont pas satisfaits et qui doivent être satisfaits. Deuxième élément, c'est qu'il faut que le sport populaire ne soit pas que du sport, c'est-à-dire on n'est pas que sur la pratique, mais il y a aussi un rapport entre le sport, l'activité humaine de sportive et ce qui se passe dans la société. Et ça suppose une politisation aussi de notre activité et un positionnement par rapport à la société. C'est pour ça que, par exemple, la FSGT, très récemment, et je donne deux exemples, quand il y a eu la réforme des retraites, la FSGT s'est clairement positionnée et a participé aux luttes concernant, je dirais, le combat contre la réforme des retraites, parce que évidemment, cette réforme-là vient heurter la vie associative en ne permettant pas que des personnes, en retardant l'implication des bénévoles dans la vie associative. Et le deuxième aspect, qui rentre aussi dans l'ADN de la FSGT, dans ses racines, c'est la lutte contre la montée de l'extrême droite en France. Et donc, c'est le fait que la FSGT, l'année dernière, au moment des législatives, a compris avec d'autres le danger de l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir et donc a appelé à faire barrage au Rassemblement national. Johan, Antonio l'a évoqué, le sport populaire, il est aussi confronté à l'augmentation des idées de l'extrême droite dans la société. On est ici en direct de la Fête de l'Humanité. Tu as été invité à l'université d'été des écologistes à la rentrée. Pour toi, il y a aussi également la loi immigration qui a été adoptée l'année dernière et la FSGT aussi s'y était opposée. Est-ce que le mouvement sportif, pour toi, doit s'emparer aussi de ces questions ? Question piège, tu as le droit de jouer un joker. Hein. Non, certainement Aucune pas. obligation. Alors, ma réponse est oui, mais c'est ma réponse. Mais je crois que c'est une question de survie. C'est-à-dire que si le sport reste cloisonné dans la case divertissement, de toute façon, je m'interroge sur est-ce qu'il restera encore des associations sportives dans 20 ans en France ? Quand on regarde le panorama de la pratique aujourd'hui, Antonio évoquait donc les loisirs sportifs marchands. Mais il y a aussi tout un domaine qui n'est pas dans le sport fédéré, mais qui sont des associations socio-sportives qui, elles, ont pour finalité d'utiliser le sport pour répondre à des enjeux de société. Elles ont principalement toutes été créées dans la période de 98, au moment de la Coupe du Monde de football masculine. Donc, les Play International, Rebond, Sport dans la ville, l'Agence pour l'éducation par le sport, etc. Il y en a plein. Elles ont toutes été créées autour de cette période-là. Elles ne sont pas dans le monde fédéré.
parce qu'elles ne se retrouvent pas dans cet idéal-là, alors que ceux-là proposent des vraies innovations sociales et pas juste des innovations de pratique où, au lieu de faire du badminton 2 contre 2, on va faire du 3 contre 3 parce que c'est plus ludique. On est vraiment dans... et l'opération du Stade vers l'emploi était une belle illustration, c'était de dire comment est-ce qu'on va faire jouer des gens sur un terrain de sport avec des recruteurs, et les recruteurs vont venir regarder certaines aptitudes sportives sur le terrain pour voir comment est-ce qu'ils vont mettre en place des recrutements derrière. Et donc là, on n'est pas du tout dans la finalité de produire des champions, on est dans la finalité de trouver du boulot aux gens. Et donc ces associations-là, elles existent, elles grandissent, mais elles sont invisibles. Et donc il y a des auteurs comme David Blue, par exemple, qui a écrit des livres sur l'impact social du sport. Il en a fait un film que je vous encourage à voir qui s'appelle effectivement 21, le sport des solutions, où là, on n'est pas à se poser la question « Attends, est-ce que je suis politique, je ne suis pas politique ?» Non, on va au combat. La société, elle est ce qu'elle est, elle est fracturée, elle est en situation de précarité, d'obésité et de rupture de lien social. Comment est-ce que je m'engage pour répondre à ces questions-là? Et je me fous d'être catalogué de gauche, de droite. Voilà, donc à un moment, soit le sport reste dans sa petite case de divertissement apolitique et je pense qu'il va mourir dans sa forme organisée, fédérée, soit à un moment, on se dit qu'on fait partie d'un grand projet de société collectif et à ce moment-là, le mot politique, il n'est pas sale. Le mot politique, il est même sain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on coupe dans le sport sans le moindre scrupule. C'est parce qu'on ne fait pas partie de la grande photo. Et donc, si à un moment, on veut exister, il faut qu'on s'engage. Et oui, la loi immigration, elle allait à l'encontre de l'ADN du sport, où on accueille tout le monde, on partage ensemble et on vit quelque chose ensemble. Et voilà, et les perspectives qu'on a politiquement aujourd'hui, elles font peur parce que le monde associatif est par définition à l'opposé de ce qui est prôné par le Rassemblement national. Et évidemment, il ne faut pas se leurrer, dans nos 17 millions de licenciés, il y a des gens qui votent RN. On ne va pas se leurrer. Mais est-ce qu'on se dit, ah bah comme on balaye tout le spectre politique dans nos licenciés, on ne prend aucune prise de position clivante parce que sinon on va en perdre? Ou alors est-ce qu'on se dit, on va au contraire utiliser toute la quintessence du mouvement associatif pour montrer à tout le monde que nos valeurs peuvent aussi les convaincre et qu'ils fassent éventuellement à terme des choix politiques différents. Et c'est pas... Voilà, le sport pour tous, on pourrait se dire, c'est forcément une valeur de gauche, puisque c'est pour tous. Alors qu'on en trouve un peu partout du sport pour tous. Donc, il y a un moment, il y a une espèce d'incohérence globale. On veut des moyens, mais on ne veut pas s'engager. Donc, je trouve que, voilà, et encore une fois, je parle pour moi-même, hein, je ne parle pas au nom de l'instance que je représente, mais voilà, l'idée derrière, c'est de montrer qu'on a des solutions et on peut convaincre les gens que le monde associatif, c'est un lieu d'épanouissement pour tout le monde. Tu as évoqué la Coupe du Monde de foot 98 avec la loi immigration. Pas sûr qu'on gagne cette Coupe du Monde 98. Antonio, tu voulais réagir? Je voulais réagir, non, je voulais simplement signaler, il y a l'occasion encore de faire de la politique au plus près des territoires. C'est prochainement, on va avoir les élections municipales. Les associations sportives par essence sont dans la cité ou dans le village, et donc s'intéresser à la vie de la société et du village, c'est aussi, je dirais, d'agir et d'intervenir dans le processus des élections municipales en faisant des propositions. Donc la FSGT, par exemple, prépare un livre blanc des politiques municipales où on va associer des élus, des associations pour construire ces propositions-là. Mais voilà typiquement un lieu au niveau du territoire, une élection municipale où effectivement les associations peuvent intervenir. Et je dis que c'est d'autant plus important que si je reviens à la question budgétaire, les coupes qui sont en cours par rapport aux collectivités territoriales. Et quand on connaît le rôle des collectivités
territoriale dans le soutien au sport associatif de proximité. Donc, il y a un intérêt commun et pour les associations sportives de proximité et pour les municipalités de travailler ensemble pour pouvoir faire en sorte que dans les villages, dans les quartiers, dans les villes, le sport associatif et la vie associative qui est associée puissent grandir et puissent répondre aux besoins des populations de ces territoires-là. Oui, et d'ailleurs, l'ANDES, l'Association nationale des élus au sport, d'année en année, n'a cesse d'alerter sur la baisse des moyens de l'État dédiés aux collectivités territoriales, avec évidemment les activités sportives et culturelles qui sont souvent en première ligne. Et on a en tête les annonces, par exemple, de la présidente de la région des Pays de la Loire, qui avait annoncé une véritable saignée pour le monde culturel et sportif. Johan, en effet, les élections municipales auront lieu au mois de mars 2026. Est-ce que le mouvement sportif peut contribuer à une campagne générale tout en gardant cette fameuse posture apolitique? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas trancher les choses pour avancer? Alors, là, il va y avoir des propositions globales du mouvement sportif, ce qui n'empêche pas chaque fédération d'avoir ses propres initiatives, mais il y aura un vrai plaidoyer à la fois, et c'est important, et ça sera un vrai révélateur de notre impact. Il y a la politique publique du sport. Et celle-là, elle va de pair avec le droit à la pratique sportive. Donc, c'est l'accessibilité financière, c'est la qualité des équipements. Et ça, Céline l'a parfaitement rappelé tout à l'heure. Donc ça, c'est la politique publique du sport. Et il y a le sport au service des autres politiques publiques. Et le vrai marqueur, ça va être, est-ce que déjà le mot sport sera présent dans les programmes électoraux ? Parce que ça n'a pas été toujours le cas, parce qu'il y a 2026 les municipales, mais il y a 2027 les présidentielles. Et puis peut-être des législatives en cours de route, on verra. Ça sera la surprise. Mais globalement, est-ce que le mot sport va exister ? Est-ce que le mot sport va être cantonné dans une petite boîte à la toute fin, un peu plus d'équipement, un peu plus d'accès des établissements scolaires, etc. Ou est-ce que le mot sport sera présent dans la totalité des chapitres des programmes ? Et l'enjeu, il est là, c'est de se rendre compte que sur ta politique éducative, comment est-ce que tu articules tous les acteurs pour faire en sorte que le sport soit un vrai outil puissant et pas juste, encore une fois, faire pratiquer des gamins ? Sur ta politique de sécurité, sur ta politique d'animation des quartiers, sur ta politique je vais y arriver, sur le troisième âge, etc. Du sport, on peut en faire rayonner partout, mais c'est à nous d'éclairer les décideurs publics locaux sur ce qu'on est en capacité d'apporter sur chacune des politiques publiques. Et donc de ne pas se focaliser exclusivement sur la politique publique du sport. Mais ça va de pair avec aussi nous, mouvements sportifs, en général, peut-être une petite révolution sur le fait que on ne parle plus de licenciés, mais on parle de bénéficiaires. Et ça, c'est une révolution culturelle qui est fondamentale. C'est-à-dire que ne plus compter juste en adhérents, mais toutes les personnes qu'on va toucher à travers nos actions. Quand on fait une opération du Stade vers l'emploi, les chercheurs d'emploi, le but, ce n'est pas d'en faire des licenciés, c'est qu'ils trouvent du boulot grâce à nous. Et peut-être que derrière, ils parleront de l'association sportive autrement que juste un lieu de production de champions pour les plus jeunes. Et qui trouvent du boulot grâce à eux. Peut-être qu'il faudrait même plus parler de citoyens que de bénéficiaires qui ne visent pas à responsabiliser les pratiquants. Antonio, dans les propositions, sans juger et sans préjuger des propositions qui seront faites, parce qu'elles vont être construites, j'imagine, avec les comités de la FSGT, ça va être quoi les points principaux? La reconnaissance du bénévolat, les installations sportives, évidemment. Oui, bien entendu. Donc, la question de reconnaissance du bénévolat, de la promotion du bénévolat, du soutien à la formation des bénévoles, c'est un des aspects qui, jusqu'à maintenant, au niveau local, ça n'a pas trop été pris en compte par les municipalités. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra discuter avec les élus locaux, notamment les élus au sport,
pour qu'il y ait une meilleure prise en compte de cela. Il y a la question, bien entendu, des installations sportives, qui, bien entendu, ne dépendent pas simplement des municipalités, parce qu'il faut des moyens pour pouvoir non seulement construire, mais aussi rénover les installations sportives existantes qui sont, comme l'a dit tout à l'heure Céline, au moins à moitié assez vétustes. Et il y a aussi la question pour nous qui est importante, c'est la question de favoriser et la question des subventions aux associations sportives qui, en regard des coupes budgétaires, je voulais simplement rappeler que dans le projet Bayrou, il y avait 6 milliards de coupes budgétaires qui étaient prévues pour les collectivités territoriales. Et quand on sait que du point de vue je dirais des subventions publiques, le niveau territorial est celui qui apporte le plus aux associations sportives. Donc ça montre bien qu'il y a danger. Il y a danger à ce que la vie associative sportive, mais la vie associative générale, soit mise en difficulté. Et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Johan. Il est essentiel que le mouvement associatif sportif s'associe au mouvement associatif général le 11 octobre et participe, je dirais, à montrer qu'il existe et le fait qu'il est en danger, et que si le mouvement associatif sportif et le mouvement associatif général disparaît, c'est, je dirais, un pan important de la démocratie citoyenne, de la capacité des citoyens à s'exprimer, qui meurt avec. Tu as évoqué, Antonio, la question des subventions. Donc, depuis le début de cet épisode, avec Céline, Johan, puis toi, Antonio, on parle de la réduction des moyens de l'État pour le mouvement sportif, associatif, pour les collectivités territoriales. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un enjeu à repenser la logique des subventions de manière différente? Aujourd'hui, elles sont beaucoup axées sur la question des appels à projets. Est-ce que les appels à projets, finalement, permettent d'enrichir l'offre qui est proposée? Est-ce qu'au contraire, il tend à uniformiser l'offre des associations, des fédérations sportives? Est-ce qu'il y a des critères à prendre en compte? Par exemple, les licences aujourd'hui, le tarif d'une adhésion dans un club peut aller de 80 à parfois 600 €. Est-ce que de ce point de vue-là, les associations doivent être aidées de la même manière? Quelle réflexion vous avez sur le thème des subventions? Parce que c'est un sujet au cœur des prochaines municipales, en tout cas sur l'enjeu sportif. Johan, d'abord. Effectivement, on est passé progressivement, et c'est très bien documenté, d'une logique de subvention parce que les associations sportives viennent réaliser une mission de service public, de garantir ce droit à l'accès au sport, à une logique d'appel à projet où je veux que tu fasses ça et je ne te donne de l'argent que si tu fais ça, ce qui tord le bras finalement à l'ADN de l'association, qui ne vient pas chercher de l'argent pour répondre à ses projets, mais inventer un projet pour répondre à la demande du bailleur. Donc, idéologiquement, on change complètement de philosophie. Donc, clairement, et le mouvement associatif a porté auprès du Conseil économique, social et environnemental en 2024 un avis sur le financement des associations, avec à la fois la documentation et les propositions qui vont en face, et qui dit bien que la logique des appels à projets, c'est une logique qui est incompatible avec le mouvement associatif. Par contre, est-ce qu'il faut juste distribuer des subventions comme des chèques en blanc aux associations? J'y suis pas favorable non plus. C'est pour ça qu'il y a des outils qui petit à petit s'intègrent dans la culture. Il y a la partie éco-conditionnalité qui est de plus en plus répandue, notamment sur les subventions aux événements sportifs.
où on ne peut plus organiser un événement sportif sans se préoccuper de la question de la mobilité, la question de tout ce qui est jetable sur un événement, la question de l'approvisionnement en fluide, etc. Mais après, il y a la question de la socio-conditionnalité, c'est-à-dire, oui, je vais te donner une subvention, tu en fais ce que tu veux, mais quand même, ce que j'attends de toi, c'est que tu crées du lien social, tu animes ces quartiers, etc. Et ça se mesure derrière. Est-ce que, effectivement, puisque on a l'impression que la sécurité est devenue le seul sujet d'intérêt en France, c'est concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce qu'il y a moins d'infractions ? Est-ce qu'il y a moins de violences physiques ? Et donc, comment est-ce que nous, on est en capacité de faire le lien entre je vais implanter des activités et comme Antonio l'a rappelé, c'est pas juste faire taper les gens dans un ballon, dans un volant, c'est leur faire prendre conscience qu'on vient recréer et du lien social et du lien à la démocratie dans leur quartier et qu'on les fait faire partie d'un tout. Donc, voilà, c'est un travail qui demande de la prise de conscience, mais surtout, c'est vraiment, je reçois une subvention, et ça serait mieux qu'on ait de la visibilité sur du temps long et pas chaque année refaire un dossier de 50 pages pour avoir 10% de ce qu'on a demandé, d'être plus dans une relation de confiance. Et je signale juste, et après je passe la parole à Antonio, dans le cadre de la grande cause nationale en 2024, il y a une démarche de consultation des citoyens qui a été faite sur la plateforme make.org, où il y a eu des cahiers de doléances, en quelque sorte. Il y a eu 150 000 contributeurs. 150 000, c'est énorme pour le mouvement sportif. Et donc, sur ces 150 000, elles ont été soumises ensuite au vote. Il y a eu 350 000 votes pour plébisciter celles qui étaient les plus populaires. Et donc, je vous invite à aller sur sport.make.org. Vous allez voir les 15 contributions les plus plébiscitées. Et il y a en particulier le fait de recréer de la confiance entre les décideurs publics et le mouvement associatif. Et puis la question de donner de la visibilité sur le temps long sur les subventions, parce qu'aujourd'hui, chaque année devoir se réinventer, c'est épuisant pour les bénévoles. Et donc ça se relie à la question de la mobilisation et la fidélisation des bénévoles. On pourra aussi demander son avis à Sébastien Lecornu, qui était en charge des cahiers de doléances et des débats sur les territoires après la crise des Gilets jaunes. Antonio. Alors, moi, je pense concrètement que le rapport aujourd'hui qu'il y a entre les décideurs et les projets des associations est intimement lié, pour moi, à la crise de la démocratie et du rapport des élus avec les citoyens. Donc, je vais m'expliquer. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est dans un contexte de démocratie représentative, et cette démocratie représentative, elle est en difficulté et elle montre vraiment ses limites. Et le fait que les politiques, les décideurs, souvent, et c'est pour ça qu'on a les appels à projets, c'est-à-dire qu'ils ne font pas confiance dans la capacité d'invention et je dirais de décision des citoyens et de la vie associative. Et donc, ils pensent avoir la vérité infuse, et ensuite ils demandent aux associations d'être des opérateurs de leur politique. Donc ça c'est le problème. Et donc sous couvert qu'il faut vérifier ce que font les associations, est-ce qu'elles sont vraiment en train de faire de l'utilité sociale ou pas? En fait, on veut que les associations soient les opérateurs des politiques publiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, elles se trouvent parfois en concurrence les unes avec les autres. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a besoin de refonder tout ça. Et il y a besoin de lieux de construction, de concertation et surtout de construction des politiques publiques sportives, éducatives, enfin de toutes les politiques publiques avec les citoyens de façon constante et non pas simplement du fait de dire vous donnez votre avis, on vous consulte, pendant la campagne on vous écoute et ensuite, une fois qu'on a
qu'on est élu, c'est nous qui décidons et maintenant vous appliquez et vous respectez les décisions qu'on prend. Il y a besoin qu'il y ait dans la société française, je dirais, des assemblées permanentes de citoyens avec les associations, par exemple, pour décider quelle politique on veut mener. La vie fait que les choses évoluent, donc il faut construire ça avec les citoyens et comment on les met en forme. Et ça passe par le principe de dire je fais confiance aux citoyens et je me remets en cause. Et ce n'est pas parce que je suis élu que je dois penser que j'ai tous les pouvoirs et je dois décider et je dois dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Alors, Antonio, tu as un peu anticipé la dernière question que je voulais vous poser parce pardon, que désolé. depuis le début de cet épisode, on fait un état des lieux, quelques perspectives, on a l'impression d'être d'accord. Pourquoi finalement on n'est pas des millions à avoir ce point de vue? Pourquoi on n'est pas des millions à se dire que le sport, la vie associative devrait être davantage soutenue parce que finalement, c'est un lieu de vie, d'émancipation, de lien social incroyable. Pourquoi on n'est pas des millions et comment faire en sorte qu'on soit des millions? On a combien de temps pour répondre à la question? On va vers la conclusion de ce podcast. Comment faire pour être des millions? Comment faire pour être des millions? Il faut qu'on invente un nouveau récit. Le problème du sport français, c'est l'imaginaire collectif qui règne depuis 50 ans. Voilà, et ça relie avec la question de le sport est apolitique, donc finalement il est invisible dans les crises qu'on traverse. Donc on a besoin d'inventer ce nouveau récit, et je dis toujours, c'est un exemple concret, est-ce que dans l'assistance, vous avez connaissance de grands romans qui traitent du mouvement associatif sportif, des grands films, des grandes séries qui traitent du mouvement associatif sportif? Donc, si vous en connaissez, merci de me les remonter parce que moi, j'en connais pas. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, ce que les études montrent, c'est qui fabrique l'imaginaire collectif de demain. Le monde des séries est un des premiers leviers. Et globalement, on en est absent. La seule fois où il y a eu un petit peu de graines de plantées, c'est sur la série La Fièvre. Donc c'est une série d'Éric Benzekri, très engagée, où finalement vous avez le football qui est le déclencheur de crises sociétales profondes et fait finalement la transformation du club de foot en coopérative qui vient construire des éléments de solution aux problématiques qu'on rencontre. Et c'est le club sportif qui vient lutter contre un projet de loi sur le fait de donner le droit aux Français de disposer d'armes chez eux, comme aux États-Unis. Et donc, on voit bien que là, le sport sort de son caractère apolitique et il s'engage sur un projet de loi. C'est le seul exemple qui me vient en tête où on voit le sport se mobiliser, on voit l'intérieur de la vie du club, etc. Et donc, je crois fortement sur le fait de construire des nouveaux imaginaires en utilisant les arts. Et donc, c'est là où la passerelle avec la culture qui s'est faite dans le cadre de Paris 2024, et il y a eu plein de choses, il y a eu plein d'expositions qui ont été faites, qui étaient passionnantes, en particulier au Palais de l'Immigration, autour de la question de l'olympisme et des causes. Et on le voit bien sur la question de la place des femmes dans le sport, sur la question de la place des LGBT dans le sport, où cette exposition retraçait plein de choses. Et donc, il faut qu'on s'empare du fait culturel pour construire ces nouveaux récits. Et sans ça, en fait, on reste dans l'image du « le sport, c'est un divertissement, donc c'est pas important ». Le sport est apolitique, donc finalement, dans nos grands débats de société, il est mis de côté, etc. Si on reste là-dessus, à un moment, il faudra qu'on arrête de se plaindre. Et je trouve que nous, mouvement sportif, on a aussi une part de responsabilité parce que le récit nous a convenu pendant longtemps. Et aujourd'hui, là, on se prend des coups de partout. Donc, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, qu'on réinvente l'histoire qu'on raconte aux décideurs publics, mais aussi aux décideurs privés, parce qu'il y a la question du mécénat et du sponsoring sportif. À un moment, il faut qu'on le mette sur la table et il ne faut pas juste dire aux mouvements privés, enfin aux entreprises du privé, donnez-nous de l'argent parce qu'on est indispensable.
expliquons en quoi on est indispensable à la société française. Et je pense que si on travaille collectivement, parce que ce n'est pas la fédé de badminton, ce n'est pas la fédé de foot, ce n'est pas la fédé de tennis de table qui doit porter cet argumentaire-là, c'est nous tous collectivement. Et il faut qu'on accepte de tous porter les mêmes éléments, parce que si chacun porte ses éléments à lui, finalement, on brouille le message. Et donc, on a besoin d'unité, on a besoin de collectif et on a besoin de nouveaux récits. Gramsci, communiste italien qui était emprisonné sous le fascisme, dans les carnets de prison, a théorisé l'hégémonie culturelle. C'est ce que tu expliques. Et aujourd'hui, c'est bien documenté qu'en France, c'est l'extrême droite qui remporte la bataille de l'hégémonie culturelle. Antonio, un mot de fin aussi. Un mot de fin. D'abord, pour moi, la question, c'est comment on passe d'une société de consommateurs à une société de citoyens. Et je reviens à la Palestine. Quand j'ai rencontré le ministre de l'Éducation nationale palestinien, il me disait, vous savez, je suis convaincu que tout commence à l'école. C'est là que l'humanité, l'humain se construit. Et c'est vrai que quand on est à l'école, on pense les apprentissages de la langue, les apprentissages de savoir écrire, lire, etc. Et il m'a dit, mais le sport et l'activité motrice est importante dans la construction de l'humain. Donc je pense que des pays comme la Palestine peuvent nous aider à revisiter notre avenir et à construire notre avenir. Si on part du principe que d'abord, chacun d'entre nous est un humain et que c'est sur ça qu'il faut, travailler et non pas forcément comme un consommateur. Tant qu'on sera vu comme des consommateurs et tant que nous aurons intériorisé le fait qu'on nous considère comme des consommateurs, le risque c'est qu'on écarte la partie humaine que nous avons, la partie critique que nous avons, et donc que d'une certaine façon, la construction de l'humanité risque de prendre du retard ou risque de cesser. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas encore des millions, mais je te rassure, Johan, on a déjà une bonne base, parce que le mouvement sportif associatif, c'est 18 millions de pratiquants, etc. Donc on a déjà une bonne base pour aller plus loin. Johan, tu voulais un dernier mot de la fin avant d'aller vers la conclusion. Presque. Je suis totalement aligné avec ce que dit Antonio. La question, c'est comment est-ce que notre vie associative permet d'arriver à ça. On ne va pas se mentir non plus. La vie démocratique dans nos associations n'est pas toujours exemplaire. Et je crois que, on le rappelle, on a le droit de vote dans nos associations à 16 ans, là où on a le droit de vote aux élections locales à 18 ans. Donc ça veut dire que la première expérience de citoyenneté, on peut l'expérimenter dans le monde associatif. Je n'ai pas du tout la statistique de combien de 16-18 ans dans nos associations sportives viennent aux assemblées générales et votent. Et j'ai peur que la stat ne nous soit pas très favorable. Donc je pense qu'il faut qu'on s'empare de ça. Si on veut créer et rappeler l'humanité de chaque sportif, il faut aussi qu'on mette le paquet sur la qualité de la vie associative dans nos clubs. Voilà, il y a plein de choses certainement de jeux, d'autres manières de débattre à réinventer et apporter là où le CNOSF, et si j'ai fait le choix de m'y engager, c'est parce que je crois à la puissance des 111 membres, mais non pas les 111, chacun de son côté, qui va faire des initiatives, mais dans le fait d'arriver à créer des dynamiques communes. Et je crois que le 11 octobre peut être un début, si on y arrive. Il y a eu ce rapport que tout le monde a repris, qui est sorti en janvier, sur l'impact économique, social et sociétal du sport, sur les coûts évités, sur le fait que le sport, par ses activités, permet de faire économiser 200 milliards d'euros à la collectivité. Et que si demain, on retire complètement le sport, ça veut dire qu'il y aura 200 milliards de plus
à subventionner sur le budget de l'État. Je crois que ce genre d'études, il faut qu'on continue de les financer pour aller plus loin et en particulier d'arriver à quantifier la contribution démocratique du mouvement associatif à l'État de la France. Et je crois que c'est une vraie perspective de recherche qui pourrait, là encore, nous apporter des arguments pour essayer de vivre dans le débat public où on n'existe pas beaucoup. Merci Johan, merci Antonio. Avant de vous dire au revoir, on va lancer le Podcart, qui est un autre podcast FSGT animé et lancé par un club de la FSGT sur des sujets divers et variés, avec en l'occurrence ici des cyclistes amateurs en Occitanie. Dans le cyclisme amateur, il n'y a pas de millionnaires, mais il y a des histoires qui valent de l'or. La Pancarte, c'est notre association un peu décalée dans ce milieu trop conservateur à notre goût. Parce que avoir la pancarte, ça veut dire qu'on est repéré, surveillé. Et nous, on aime bien attirer un peu l'attention, mais toujours avec humour et finesse. Dans le Podcart, le podcast de la Pancarte, on s'assoit avec ces femmes et ces hommes qui font vivre le vélo populaire. On parle de leur vie, de leur boulot, de leurs galères, de leurs petites victoires, bref, de tout ce qu'on oublie souvent quand on ne regarde que le podium. Évidemment, on revient aussi au vélo, on n'est pas complètement hors sujet, mais avec un œil différent, celui qui voit l'humain derrière le sportif. C'est drôle, parfois émouvant, toujours vrai. Parce qu'au fond, pédaler, c'est peut-être le meilleur moyen d'avancer ensemble. Le Podcart, pas de maillot jaune, juste des histoires à partager. Alors, avec le Podcart et avec toutes les initiatives citoyennes, peut-être qu'un jour, nous serons des millions à porter le sport émancipateur. Je remercie vraiment très sincèrement Céline qui était avec nous en première partie d'émission, Antonio et Johan. Ça a été très riche. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode de Paroles en jeu, tourné en direct de la 90e Fête de l'Humanité. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. On est sur Blue Sky, on est sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. Rejoignez-nous et à très bientôt. Et je lance le jingle de fin. Paroles en jeu, le podcast du sport populaire. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.